À l'aube glaciale de novembre 1917, alors que les tranchées allemandes près de Cambrai résonnaient encore du fracas des bombardements nocturnes, un grondement lourd, métallique et parfaitement inconnu commença à monter depuis le brouillard. Un son qui ne ressemblait ni au moteur des Mark I, ni aux chenilles des chars lourds britanniques, mais plutôt au déplacement d'un monstre d'acier, portant sur son dos une puissance de feu capable de pulvériser en quelques instants les plus solides fortifications. Lorsque la silhouette trapue émergea enfin, les soldats allemands comprirent qu'ils faisaient face à quelque chose de totalement inédit. Une plateforme blindée transportant une pièce d'artillerie lourde directement vers la ligne de front. Une machine qui violait toutes les règles établies de la guerre de position. Pour comprendre comment cette création révolutionnaire avait vu le jour, il fallait revenir 1 an en arrière, au moment où le front occidental s'était figé dans un réseau d'ouvrages saturés de cadavres, de fils barbelés et de cratères. En 1916, les armées s'épuisaient dans des assauts suicidaires, incapables de franchir plus de quelques centaines de mètres sous un feu de mitrailleuses devenu quasi imparable. Les premières apparitions des chars Mark I avaient certes brisé la monotonie stratégique, mais leurs armes légères se révélaient insuffisantes contre les nids bétonnés, les blocos profonds et les positions enterrées que l'artillerie lourde, engluée dans la boue et incapable d'avancer, ne pouvait plus atteindre. C'est alors qu'un ingénieur de la Metropolitan Carriage, Wagon and Finance Company, le major John Gregg, formula l'idée qui allait bouleverser la logique de l'appui-feu. Il observa que si un châssis chenillé pouvait porter un équipage et une cuirasse, il pouvait tout aussi bien transporter un canon capable de réduire à néant n'importe quelle défense ennemie. Gregg fit abaisser la caisse du Mark I, supprima les tourelles latérales et conçut une plateforme robuste destinée à recevoir soit un canon de 5 pouces, soit une puissante pièce de 6 pouces, 2 armes dont l'effet destructeur permettait de briser des positions jusque-là imprenables. Le canon, démonté de son affût classique, était fixé dans la partie avant de la machine, tandis que ses roues étaient arrimées sur les flancs. Gregg imagina un système de berceaux pivotants et 2 treuils permettant de décharger la pièce en quelques minutes, d'établir une position de tir sur le terrain, puis de rembarquer l'ensemble lorsque la pression ennemie devenait trop forte. Une équipe de 4 hommes pilotait la machine, et 8 artilleurs déployaient l'arme une fois la plateforme arrêtée. Cette combinaison offrait pour la première fois dans l'histoire la possibilité de transporter une artillerie lourde directement au contact tactique. Lorsque le prototype fut présenté au printemps 1917 lors des essais d'Oldbury, les officiers présents furent stupéfaits. La machine, rebaptisée Mark I Gun Carrier, avança avec régularité malgré ses 31 tonnes de charge totale, franchit les tranchées, traversa la boue sans jamais s'enliser et maintint une vitesse qui, pour les standards de la guerre de position, relevait presque du prodige. Le moteur Daimler de 105 chevaux tirait sans faiblir, et les chenilles, renforcées pour supporter l'effort, offraient une motricité exceptionnelle. L'armée britannique n'hésita pas un instant. Un ordre de 50 exemplaires fut passé immédiatement et 2 compagnies spécialisées commencèrent à recevoir les premières machines à l'été. Pour les états-majors, le potentiel était immense. Le gun carrier promettait de rompre définitivement l'immobilité stratégique en amenant la destruction lourde là où elle était décisive, au plus près des lignes adverses, au rythme même de l'assaut blindé. Lorsque les premières unités reçurent leur gun carrier flambant neuf à la fin de l'été 1917, les équipages réalisèrent immédiatement qu'ils avaient affaire à une machine qui n'appartenait à aucune catégorie connue. Ce n'était ni un char, ni un tracteur d'artillerie, ni un simple transporteur de matériel. C'était une plateforme blindée dotée d'une capacité de charge hors du commun, capable de maintenir un rythme de progression qui aurait été inimaginable pour n'importe quel attelage hippomobile ou camion militaire de l'époque. L'arrivée de ces engins força les officiers à reconsidérer l'ensemble de la doctrine logistique et tactique applicable sur un front saturé de boue, de décombres et d'obstacles artificiels. L'instruction des équipages se déroula dans une atmosphère d'urgence contenue. Le fonctionnement du moteur Daimler, exigeant en entretien, nécessitait une vigilance permanente, et l'organisation interne obligeait chaque membre à exécuter des gestes précis dans un espace réduit,
notamment lors des manœuvres complexes de stabilisation de la plateforme avant déchargement. Les mécaniciens apprenaient à anticiper les défaillances avant qu'elles ne paralysent l'engin, tandis que les conducteurs s'entraînaient sans relâche à diriger une masse d'acier longue de plusieurs mètres à travers des terrains criblés de trous d'obus. L'absence de visibilité latérale et la nécessité de corriger la trajectoire en tenant compte du patinage constant rendaient la conduite particulièrement exigeante. En parallèle, les instructeurs de l'artillerie travaillaient à adapter leurs méthodes traditionnelles à cette nouvelle configuration. Le démontage du canon, son extraction depuis la plateforme et sa remise sur roue formaient une séquence qui devait être accomplie en un minimum de temps, sous la menace permanente du tir ennemi. Le repérage, l'orientation, la mise à niveau et la préparation des premières munitions exigeaient une précision millimétrée, car la moindre erreur pouvait compromettre l'efficacité du tir et exposer le personnel. À mesure que les essais opérationnels avançaient, un constat s'imposait. La machine, bien qu'imposante, se révélait étonnamment agile dans des environnements que même les véhicules spécialement conçus pour la traction lourde redoutaient. Les chenilles franchissaient les pentes abruptes créées par les bombardements successifs, escaladaient les amas de terre gelée et contournaient les fossés profonds sans perdre d'adhérence. La coque abaissée offrait un centre de gravité plus stable que celui des chars classiques et la puissance délivrée par le moteur permettait des manœuvres soutenues, même en transportant des charges considérables. Au fur et à mesure que grandissait la familiarité des équipages avec leurs machines, les états-majors comprirent qu'ils disposaient d'un outil capable d'appuyer non seulement l'artillerie, mais aussi l'ingénierie, les communications et l'approvisionnement. De nouveaux scénarios d'emploi furent évoqués, transport de charges explosives jusqu'aux abords d'un blocos, déplacement de sections de ponts modulaires destinées à franchir des fossés, mise en place de câbles téléphoniques blindés sous le feu ennemi, ou encore appui au peloton de réparation avancé qui devait maintenir les chars en état de marche durant une offensive prolongée. Les discussions internes au haut commandement révélèrent cependant une inquiétude grandissante, la production limitée. 50 exemplaires seulement étaient en fabrication, et les délais d'assemblage ne permettaient pas d'envisager une expansion rapide du parc. L'utilisation optimale de chaque unité devenait donc une priorité stratégique. La répartition des engins entre les deux compagnies spécialisées fut décidée en tenant compte des caractéristiques de chaque secteur du front, certains terrains boueux ou criblés de ravines exigeant des équipages particulièrement aguerris. L'automne avançait et les conditions météorologiques aggravèrent encore les défis logistiques. La pluie transformait les chemins en marécages, les attelages traditionnels perdaient leur utilité et les colonnes de ravitaillement restaient bloquées pendant des heures. Cette dégradation constante renforça l'importance du gun carrière. Lui seul pouvait encore relier l'arrière et l'avant dans des délais raisonnables. Les commandants de bataillon, initialement sceptiques, réclamaient désormais des démonstrations et sollicitaient l'affectation temporaire d'un ou deux engins afin d'évaluer leur potentiel sur des tronçons particulièrement difficiles. Dans les semaines précédant l'offensive de Cambrai, les opérateurs multiplièrent les sorties d'essai, simulant des missions de transport sous contrainte de temps strictes. Ils testaient la résistance des treuils, l'alignement des supports latéraux destinés aux roues du canon et la solidité des fixations internes pour empêcher tout mouvement dangereux durant la progression. Les spécialistes du génie vérifiaient la compatibilité de la plateforme avec diverses charges, poutres métalliques, rouleaux pour franchissement, caisses de munitions de gros calibre. Lorsque l'ordre final fut donné de préparer les machines pour l'assaut à venir, les compagnies chargées des guns carriers étaient prêtes. Les hommes avaient acquis une maîtrise complète de leurs engins, et les officiers savaient désormais que l'engin ne serait pas seulement une innovation technique, mais un multiplicateur de puissance capable de soutenir l'ensemble de l'effort offensif. Dans la grisaille d'un automne saturé de pluie, les silhouettes massives des guns carriers se tenaient alignées, moteurs chauffés, chaînes contrôlées, mécanismes graissés. Tout indiquait qu'une nouvelle phase de la guerre mécanisée s'apprêtait à commencer. Lorsque les derniers préparatifs furent achevés et que les guns carriers reçurent l'ordre de se mettre en route vers leur zone de rassemblement, les équipages comprirent qu'ils allaient participer à une opération d'une ampleur jamais tentée depuis le début du conflit. Le plan britannique reposait sur une avancée rapide, appuyée par une concentration massive de blindés,
et chaque unité mobilisée devait suivre un tempo rigoureusement coordonné. Les gun carriers, intégrés aux colonnes de progression, devaient se tenir prêts à intervenir dans un environnement où la moindre seconde perdue pouvait compromettre la dynamique de l'attaque. Au matin du 20 novembre 1917, les machines sortirent des bois où elles étaient dissimulées et s'engagèrent dans un paysage transfiguré par des mois de bombardement. Les sillons profonds, les buttes irrégulières formées par l'accumulation d'éclats de terre et les résidus de barbelés constituaient autant d'obstacles exigeant une navigation précise. Les conducteurs, habitués à anticiper le comportement des chenilles sur un terrain instable, gardaient un régime moteur régulier afin d'éviter les ruptures d'adhérence, tandis que les mécaniciens surveillaient attentivement la température des blocs cylindres et la pression des conduites d'huile. Au fur et à mesure que la progression gagnait en intensité, les gun carriers furent redirigés vers des corridors tactiques dont l'importance dépassait largement les prévisions initiales. La rapidité de l'avance britannique surprit non seulement les unités allemandes, mais aussi les états-majors alliés. Les défenses qui auraient dû nécessiter un appui lourd furent dépassées avant même que les artilleries classiques n'aient pu être mises en batterie. Cette accélération soudaine obligea les commandants de compagnie à exploiter autrement les capacités des gun carriers, non plus comme vecteurs destinés à déployer immédiatement une pièce de 6 pouces, mais comme engins capables de transporter des quantités considérables de matériel vital au maintien de l'offensive. Les équipages reçurent alors une succession d'ordres modifiant radicalement leur mission. On leur demanda de convoyer les caisses de munitions destinées aux chars engagés en tête de la percée, de transférer des stocks de grenades Mills vers les sections d'assaut et de récupérer des charges d'ingénierie destinées à consolider les points clés fraîchement capturés. Chaque trajet devenait une épreuve, car la ligne de front évoluait d'heure en heure, rendant les cartes inexactes et les itinéraires théoriques impraticables. Les gun carriers, malgré leur masse imposante, se faufilaient entre les formations d'infanterie, contournaient les cratères les plus profonds et forçaient parfois des passages à peine assez larges pour leurs chenilles. En parallèle, 2 unités spécialement modifiées pour les opérations de récupération furent engagées afin de porter assistance aux chars immobilisés. Les grues montées sur leur plateforme permettaient de dégager des véhicules endommagés dont l'abandon aurait retardé la progression des colonnes blindées. Ces missions exigeaient un sang-froid absolu. Les opérateurs devaient approcher des lignes encore défendues, manœuvrer sous un tir intermittent et éviter de se placer dans des angles morts où les tirs d'artillerie risquaient de les piéger. Malgré ces contraintes extrêmes, les machines réussirent à extraire plusieurs chars englués dans des cratères ou touchés par des éclats, contribuant directement à maintenir la pression sur les positions ennemies. Alors que les heures passaient, la valeur logistique du gun carrier s'imposait comme évidente. Les chemins que les camions tentaient de parcourir sans succès devenaient praticables grâce à la traction constante des chenilles. Les charges volumineuses trouvaient place sur la plateforme sans nécessité de préparation complexe. La protection offerte par la cuirasse permettait d'acheminer des équipements jusqu'à quelques dizaines de mètres de la ligne d'engagement sans exposer les personnels au feu direct. Les unités de soutien de l'infanterie commençaient à signaler que les flux de matériel n'avaient jamais été aussi réguliers. À mesure que la bataille se déployait sur une largeur considérable, les gun carriers se retrouvèrent impliqués dans des missions de liaison avancées. Ils transportaient les bobines de câbles téléphoniques blindés que les équipes de signaleurs déroulaient immédiatement, rétablissant une communication interrompue par les bombardements massifs. Cette capacité à maintenir les réseaux de commandement en état devint un atout stratégique, car elle permettait aux états-majors locaux d'ajuster rapidement leurs dispositions à un champ de bataille en perpétuelle transformation. Lorsque le soleil se coucha sur les premières phases de l'opération, les équipages, épuisés mais lucides, prirent conscience que leur rôle dépassait largement celui imaginé par les concepteurs. Les gun carriers n'avaient pas encore tiré une seule salve depuis leur plateforme, mais chaque kilomètre parcouru, chaque charge transportée, chaque intervention menée en milieu instable démontrait que ces engins, conçus pour l'appui direct, étaient en réalité en train de devenir l'épine dorsale silencieuse d'une offensive mécanique d'une ampleur inédite. La journée achevée laissa entrevoir une redéfinition profonde de leur mission. Les équipages savaient que la suite de l'opération exigerait des efforts encore plus soutenus, car plus la progression s'accélérait,
plus les besoins en munitions, en outils et en matériaux augmentaient. La bataille de Cambrai ne faisait que commencer, et les gun carriers se préparaient déjà à assumer un rôle que personne n'avait anticipé, celui de garant indispensable de la continuité logistique au cœur du chaos mécanisé. Alors que l'hiver 1917 s'installait avec une rigueur implacable, les gun carriers furent immergés dans un environnement où la survie de l'infrastructure logistique dépendait littéralement de leur endurance mécanique. Les pistes, déjà meurtries par les passages successifs de chars et d'artillerie tractée, devinrent des couloirs de vase glacés. Les chevaux n'avançaient plus, les camions perdaient leurs essieux, et les colonnes de ravitaillement se disloquaient avant même d'atteindre les premières lignes. Dans ce paysage transformé par la pluie, le gel et les éclats d'obus, les gun carriers occupèrent le vide laissé par l'effondrement des moyens traditionnels. Les équipages étaient désormais confrontés à des missions de longue durée, souvent réalisées de nuit pour réduire l'exposition aux tirs ennemis. Les moteurs, fonctionnant à des régimes constants afin de conserver un échauffement suffisant, exigeaient une surveillance ininterrompue. Les mécaniciens circulaient dans la coque exiguë, vérifiant la tension des chaînes internes, la lubrification des organes de transmission et les fluctuations de pression des pompes d'alimentation. Une simple baisse de performance pouvait immobiliser l'engin dans une cuvette de boue dont il ne sortirait plus. Malgré ces difficultés, les gun carriers se révélèrent d'une fiabilité surprenante. Ils transportaient des caisses de projectiles lourds destinées aux batteries avancées, acheminer des charges explosives pour les détachements du génie, ramener vers l'arrière des équipements endommagés qui auraient autrement été abandonnés. Cette capacité à relier en permanence les dépôts logistiques aux points les plus exposés constitua un facteur déterminant pour maintenir la cohésion des forces britanniques dans une période où le front semblait se dissoudre sous la pression du climat. C'est à cette époque que les services médicaux découvrirent l'utilité inattendue de la plateforme arrière. Son espace, initialement conçu pour accueillir un canon ou des charges volumineuses, pouvait recevoir plusieurs civières. Les unités sanitaires, confrontées à l'impossibilité d'utiliser des ambulances hippomobiles ou motorisées, commencèrent à réquisitionner les gun carriers pour extraire les blessés depuis les zones de tir. Cette nouvelle fonction s'ancra rapidement dans la routine des opérations. Le blindage protégeait les blessés des éclats, et la traction chenillée permettait de traverser des secteurs encore sous le feu. Plusieurs équipages témoignèrent plus tard que ces missions, souvent improvisées dans l'urgence, furent parmi les plus éprouvantes de toute la campagne. Au début de 1918, lors de l'offensive allemande de printemps, cette polyvalence démontra sa valeur stratégique. Les gun carriers furent mobilisés pour évacuer en priorité les batteries menacées d'encerclement, récupérant pièces et affûts sur des terrains jonchés de débris. Chaque opération exigeait une approche calculée. Il fallait avancer sous une pluie de tirs, saisir les pièces encore manœuvrables, arrimer solidement les éléments, puis repartir avant que l'ennemi ne coupe la route de repli. Cette succession d'interventions permit de sauver un volume considérable de matériel qui aurait été perdu dans le chaos de la retraite. Confrontés à la multiplication des engagements, les équipages commencèrent à développer des méthodes de travail plus efficaces. Certains renforçaient les fixations au moyen de sangles métalliques récupérées sur des épaves, d'autres modifiaient légèrement l'ordre de chargement afin de gagner quelques minutes lors des opérations répétées. Cette adaptation permanente permit de maintenir une cadence soutenue malgré un taux d'usure qui aurait condamné la plupart des véhicules contemporains. Lorsque les Alliés reprirent l'initiative à l'été 1918, la nature des missions changea encore une fois. Le front se déplaçait désormais à un rythme qui aurait été inconcevable 2 ans auparavant, et les gun carriers durent multiplier les allers-retours sur des distances toujours plus importantes. Ils transportaient des éléments indispensables à la consolidation des points de rupture, ravitaillaient les unités avancées en vivres et en outils, et prenaient en charge les matériaux destinés à la réfection rapide des routes. Cette activité intense plaçait les moteurs à la limite de l'usage continu, et les mécaniciens improvisaient des réparations sur des aires sommaires construites à même la terre, utilisant des pièces prélevées sur des véhicules irrémédiablement endommagés. C'est dans ce contexte qu'émergea une dimension nouvelle, le rôle déterminant des gun carriers dans l'extension des lignes de communication. En acheminant des bobines de câbles, des postes téléphoniques protégés et des générateurs portatifs, ils permirent au commandement de maintenir le contrôle sur des unités de plus en plus dispersées.
Les états-majors purent ainsi coordonner les manœuvres à grande échelle nécessaires pour maintenir la pression contre un adversaire affaibli, mais encore capable d'actions locales violentes. À mesure que l'automne approchait, les gun carriers devinrent pratiquement omniprésents dans les secteurs d'avancée rapide. Leur silhouette basse apparaissait le long des routes improvisées, se faufilant entre les colonnes d'infanterie, dépassant les pièces tractées embourbées, franchissant des zones où la terre retournée par les bombardements créait un relief chaotique. Les unités combattantes s'habituèrent à voir ces machines surgir au moment le plus critique, apportant un chargement vital ou évacuant une section en difficulté. Leur contribution à la continuité opérationnelle s'imposait avec une évidence telle que les commandants commencèrent à en réclamer davantage. Mais la production restait limitée, et chaque perte représentait un handicap majeur. Les équipages savaient que l'usure, plus que l'ennemi, constituait désormais la principale menace. Pourtant, malgré la fatigue accumulée, ils persévéraient, conscients que le cours de la guerre dépendait en partie de leur capacité à maintenir ce rythme soutenu. Lorsque les armées alliées lancèrent la série d'opérations qui allait former l'offensive des 100 jours, les gun carriers furent projetés dans un cycle de missions d'une intensité inédite. Leur emploi ne se limita plus à la liaison logistique ou à l'évacuation de matériel isolé. Ils devinrent les vecteurs essentiels de la progression continue des unités avancées, parcourant quotidiennement des distances qui dépassaient largement les standards opérationnels des premières années de la guerre. Les équipages, souvent privés de sommeil, se relayaient pour maintenir les moteurs en fonctionnement quasi permanent, car toute immobilisation mettait en péril les bataillons engagés en profondeur. À mesure que les lignes allemandes reculaient, la topographie du front révélait des ouvrages de défense enchevêtrés, hérissés de fossés, de parapets brisés et de coulées de terre instables. Les gun carriers progressaient entre ces obstacles avec une régularité surprenante, portant des tonnes de munitions, des charges de génie, des rations et des équipements radiophoniques de campagne. Leur plateforme, conçue pour supporter le poids d'un canon lourd, accueillait désormais des assemblages hétéroclites indispensables à la poursuite de l'effort allié. Les officiers du génie constataient que ces machines, malgré la fatigue mécanique accumulée, restaient les seuls capables d'acheminer rapidement les matériels nécessaires à la consolidation des positions nouvellement conquises. L'intensification des opérations entraîna une augmentation constante des risques. Les observateurs allemands, ayant compris l'importance tactique de ces véhicules, commencèrent à désigner systématiquement les gun carriers comme des cibles prioritaires. Les batteries ennemies ajustèrent leurs tirs pour briser les axes de passage empruntés par les colonnes logistiques, et les obus éclataient autour des machines avec une précision croissante. Plusieurs équipages rapportèrent des trajectoires d'éclats ayant perforé les parois superficielles, marquant la tôle de cicatrices profondes, sans toutefois interrompre la mission en cours. Certaines machines furent frappées directement. L'un des incidents les plus violents survint à la fin d'août 1918, lorsqu'un projectile de gros calibre explosa au contact de l'une des plateformes engagées dans un transport de munitions vers une crête exposée. L'impact déforma la structure, détruisit les mécanismes de treuil et projeta les éléments de fixation à plusieurs mètres. La moitié de l'équipage périt instantanément. Les survivants, incapables d'abandonner l'engin sur une zone en cours de pilonnage, réussirent pourtant à faire tourner le moteur et à ramener la carcasse mutilée en arrière. Dans les ateliers improvisés, les mécaniciens estimèrent qu'aucune réparation durable n'était envisageable. La machine fut démontée pour récupérer les pièces encore utilisables. Au fil des semaines, l'usure générale du parc devint évidente. Les axes des barbotins perdaient en précision, les chaînes internes se détendaient, et les surfaces de friction montraient des traces de fatigue avancée. Les réparations, souvent réalisées en plein champ sur des bâches trempées de pluie, consistaient à replacer des segments entiers du mécanisme, à réajuster les courroies ou à installer des pièces de rechange issues d'engins déjà condamnés. Les équipages, conscients de leur rôle indispensable, développaient des routines de maintenance accélérées afin de réduire les temps d'arrêt, mettant à profit chaque instant où le moteur pouvait être silencé sans compromettre la mission suivante. Lorsque les forces alliées atteignirent la ligne Hindenburg en septembre, les gun carriers furent chargés d'acheminer des matériaux destinés au franchissement et aux destructions ciblées. Les fossés anti-chars, les pans entiers de béton, les réseaux de barbelés superposés
rendait nécessaire l'apport permanent de poutrelles, de charges explosives, de rouleaux de franchissement et de madriers renforcés. Les engins, lourdement chargés, traversaient des zones battues par l'artillerie et instables sous les pluies d'automne. À plusieurs reprises, des machines durent être dégagées au moyen de leviers improvisés pour éviter leur enlisement dans des dépressions invisibles recouvertes d'une fine pellicule de boue. La progression alliée, désormais irrésistible, étira les lignes de ravitaillement jusqu'à leurs limites. Les dépôts avancés se déplaçaient quotidiennement et les guns carrières furent assignés à des trajets toujours plus longs, reliant les anciennes positions britanniques au secteur fraîchement conquis. Malgré la fatigue des équipages et la dégradation mécanique, la majorité des engins poursuivaient son service sans interruption. Certains parcouraient plusieurs dizaines de kilomètres dans une même journée, revenant au point de départ avec des chenilles marquées d'échauffement prononcé et des blocs moteurs saturés d'impuretés accumulées au fil des semaines. Lorsque l'armistice entra en vigueur le 11 novembre 1918, les guns carrières encore en état de marche se trouvaient éparpillés sur les routes de Belgique et du nord de la France. Leur blindage portait les traces d'un emploi intensif. Impact d'éclats, déformation des flancs, soudure sommaire ajoutée en campagne pour maintenir l'intégrité structurelle. Les équipages, exténués au terme de mois d'activité ininterrompue, reçurent l'ordre de regrouper les machines afin d'en établir l'inventaire et de déterminer celles qui pouvaient être ramées vers les bases arrières. Les inspecteurs constatèrent que seule une quarantaine d'exemplaires demeuraient opérationnels, souvent au prix de réparations improvisées qui auraient été jugées inacceptables dans tout autre contexte. Les coûts de remise en état complet, ajoutés à la démobilisation rapide des armées et à la réduction drastique des budgets militaires, conduisirent les autorités britanniques à décider du démantèlement de la majeure partie du parc. Les exemplaires jugés les moins usés furent envoyés sur des terrains d'essai pour évaluer les enseignements tirés de leur utilisation intensive, tandis que les autres furent démontés directement sur place, leur acier récupéré pour la reconstruction d'après-guerre. Au début des années 20, il ne subsistait plus aucun gun carrière entier. Les quelques machines rapatriées en Grande-Bretagne furent à leur tour démantelées pour libérer de l'espace dans les dépôts saturés. Aucun exemplaire ne fut préservé, et la silhouette massive de cet engin fondateur disparut silencieusement des arsenaux. Pourtant, son influence technique ne s'évanouit pas. Les ingénieurs chargés de préparer les programmes futurs intégrèrent les enseignements accumulés pendant la campagne. La mobilité de l'artillerie lourde, la nécessité d'un châssis dédié, la protection du personnel, la grande capacité d'emport, autant de principes repris et perfectionnés dans les décennies suivantes. Ainsi s'éteignit la courte existence du Mark I gun carrière, machine vouée à la disparition matérielle, mais dont les caractéristiques mécaniques et les principes d'emploi alimentèrent durablement l'évolution des systèmes d'artillerie automotrice.